Les problèmes de l'amorce à ruban Maynard ont entraîné son retrait du modèle Springfield suivant. Le fusil à canon rayé Springfield modèle 1861 deviendrait l'arme longue la plus largement utilisée par l'armée de l'Union. Il était aussi prisé des Confédérés quand ils en trouvaient un. Le nouveau modèle conservait le canon de calibre 58, mais remplaçait l'amorce en bande par des amorces à percussion individuelle chargées à chaque tir. Ce système à percussion était un peu plus lent, mais bien plus fiable. Le modèle 1861 ajoutait également une hausse arrière pour augmenter la précision. Les soldats de l'Union adoraient leurs fusils Springfield. Les soldats confédérés devaient chercher ailleurs. Le Sud manquait de la puissance industrielle du Nord et une fois la guerre commencée, le gouvernement fédéral a interdit aux fabricants d'armes du Nord de vendre aux États du Sud. Au début de la guerre, le 18 avril 1861, les soldats de l'Union basés à l'arsenal de Harper's Ferry y mirent le feu afin d'empêcher qu'ils ne tombent entre les mains de la milice de Virginie qui marchait vers eux. Les habitants de la ville de Harper's Ferry, qui dépendaient de cet arsenal pour leurs revenus, ont éteint l'incendie, sauvant ainsi la plupart des équipements. Les Confédérés ont pris tout le matériel nécessaire à la fabrication des mousquets et l'ont envoyé à Richmond. Au début de cet été-là, l'arsenal de Richmond a commencé à produire des fusils selon le modèle Springfield. Bien que l'arsenal de Richmond finirait par fournir des centaines de milliers d'armes aux armées confédérées, il s'agirait surtout d'armes à feu récupérées sur les champs de bataille et réparées. L'arsenal de Richmond n'a jamais été capable de produire plus de 1500 fusils en un seul mois. La Confédération devrait trouver des armes ailleurs et rapidement. Les gouvernements de l'Union et de la Confédération devraient tous deux acheter des armes à l'étranger, surtout pendant les premières années de la guerre, mais les rebelles l'ont compris les premiers. En avril 1861, le gouvernement confédéré a envoyé le capitaine, plus tard major, Caleb Hughes, en Europe pour se procurer des armes. Hughes a travaillé sans relâche pour trouver des sources d'armes et de munitions. La Confédération n'avait pas accès au crédit international, mais Hughes a pu acheter des armes en utilisant le roi coton. Des millions de livres de coton ont été échangés contre les armes nécessaires à la Confédération. Dans son journal du greffier de la guerre rebelle, publié après la guerre, le greffier J.B. Jones a écrit au sujet de Hughes et d'autres agents d'achat. 23 août 1861. Toujours pas d'armes en quantité venant d'Europe, bien que notre agent écrive qu'il a plusieurs manufactures en activité. L'agent des États-Unis a pris le reste. On dirait que le monde entier est sur le marché pour acheter des armes. Monsieur Dayton, ministre des États-Unis à Paris, a acheté 30 000 fusils à silex en France et notre agent souhaite également obtenir l'autorisation d'en acheter. Il dit que les statisticiens français prétendent qu'il n'y a pas de mortalité plus élevée au combat avec l'utilisation du fusil à percussion rayée qu'avec l'ancien fusil à silex à canon lisse. Cela peut être dû au fait qu'une portée plus courte est recherchée avec ce dernier. Mais le gouvernement confédéré ne cherchait pas de fusil à silex. Dans des directives adressées aux agents d'achat travaillant avec Hughes, le secrétaire de la marine confédérée a écrit « Si vous pouvez acheter 10 000 bons fusils Enfield mousqués avec baïonnette, faites-le immédiatement sans tenir compte du prix. » Hughes a négocié des contrats avec les meilleurs fabricants de fusils de Grande-Bretagne pour l'achat du fusil britannique Enfield modèle 1853. Également connu sous le nom de P-53 Enfield, il deviendrait l'arme principale de l'armée confédérée. Près d'1 million de ces fusils arriveraient de Grande-Bretagne en Amérique pendant la guerre, la plupart étant destinés à la Confédération. Le P-53 Enfield était un fusil à percussion de calibre 58. Il tirait des balles miniées coniques et était très apprécié pour sa précision. La plupart des Enfield étaient très appréciés
Grâce aux efforts de Hughes, la Confédération a pu acheter presque tous les fusils Enfield fabriqués à la machine avec des pièces interchangeables. Dans une lettre datée du 21 mai 1861 adressée au bureau de l'artillerie de la Confédération, Hughes écrivit qu'après son arrivée à Londres, « Il m'a fallu très peu de temps pour me rendre compte que, concernant les armes légères, il n'y en avait aucune sur le marché correspondant au caractère et à la qualité exigée. Il y avait des mousquets à acheter en n'importe quelle quantité, appelés sous différents noms. J'ai entendu parler de plusieurs fusils Enfield. Lorsque je suis venu les examiner, j'ai constaté que pour la plupart, ils ne valaient rien. J'ai alors fait des démarches auprès de la London Armoury Company pour que des fusils Enfield soient fabriqués par eux. Cet établissement surpasse en certains points tous les fabricants de mousquets et égale en tout les ateliers gouvernementaux d'Enfield. Les fusils de cet établissement sont interchangeables dans toutes leurs pièces avec une précision parfaite. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance du principe d'interchangeabilité des pièces. Il est pleinement reconnu par les départements de la guerre de toutes les nations civilisées. La London Armoury Company est, hors arsenaux gouvernementaux, le seul établissement en Europe à suivre ce principe. Je propose de prendre à la compagnie 10 000 fusils Enfield du dernier modèle gouvernemental avec baïonnettes, fourreaux, tétines de rechange, amorces et bouchons. » La Confédération est devenue le principal client de la London Armoury Company. Plus de 70 000 fusils et 7 000 revolvers finiraient par être expédiés de la compagnie aux acheteurs confédérés, bien qu'ils aient dû franchir les navires du blocus de l'Union pour y parvenir. Quant aux autres fusils de type Enfield que Hughes a trouvés, ceux qu'il considérait pour la plupart comme sans valeur, ils se retrouvaient souvent sur des navires à destination de l'Union. Les agents de l'Union ont aussi acheté de nombreux fusils Enfield, mais Hughes détenait déjà le contrat avec la London Armoury. Les fusils Enfield achetés par l'Union étaient généralement fabriqués par de plus petites entreprises qui assemblaient les fusils à partir de pièces provenant de divers petits fabricants. Les pièces manquaient parfois d'uniformité, donnant aux Enfield une mauvaise réputation auprès de certaines unités de l'Union. John Meade Gould du Maine a écrit: Le 21 octobre, des mousquets furent distribués aux hommes, ce qui donna une nouvelle excuse au premier Mainer pour râler vigoureusement. Ne nous avait-on pas promis un nouvel uniforme bleu et des mousquets Springfield? Certes, nous avions l'uniforme bleu, mais regardez ces mousquets Enfield avec leurs canons bleuis et ce bois que personne ne saurait nommer. Ce n'était cependant pas une mauvaise arme, ne différant guère du Springfield en efficacité réelle, en poids, en longueur et en calibre, mais bien inférieur en qualité de fabrication. Le régiment de Gould eut plus de chance que d'autres. Les Enfield livrés au 35e régiment d'infanterie du Massachusetts étaient défectueux. Les cheminées du mécanisme d'allumage, fragiles, se brisaient sous les coups du chien du fusil. Mais les fusils ont été utilisés dans toute la Confédération et se sont révélés être des armes fiables. Après cela, le Lorentz autrichien était l'arme à feu importée la plus courante. À l'origine, c'était une arme de calibre 54, mais elle était souvent réalisée en calibre 58. Bien considéré en Europe, le Lorentz a été rapidement acheté par les agents d'achat de l'Union et des confédérés qui parcouraient l'Europe à la recherche d'armes. Plus de 225 000 ont été achetés par l'Union et 100 000 par la Confédération. Leander Stilwell, soldat du 61e régiment d'infanterie volontaire de l'Illinois, a écrit: Nous en avions fini avec le fusil mousquet autrichien. De longueur moyenne, avec une crosse en noyer clair, c'était une arme redoutable. À cette époque, la plupart des troupes de l'Ouest utilisaient des mousquets importés d'Europe. De nombreux régiments utilisaient de vieux mousquets belges, lourds, encombrants, maladroits et insatisfaisants. Nous étions contents d'obtenir les Autrichiens et nous en étions assez fiers. Nous avons utilisé ceux-ci jusqu'en juin 1863, lorsque nous les avons rendus et avons reçu à la place le fusil mousquet Springfield Model 1863. Moins lourd que l'Autrichien, il avait une apparence soignée et était une arme à feu efficace. Charger et nettoyer les armes à feu sur le terrain pouvait être une tâche difficile et dangereuse. La grande variété d'armes, de calibres, de mécanismes de tir et de munitions ne facilitait pas les choses. John Meade Gould du Maine a décrit comment les hommes de son régiment chargeaient leurs armes.
Dans notre régiment, nous utilisions la cartouche à enveloppe combustible Johnson & Dow de New York, permettant d'insérer toute la cartouche dans le mousquet sans déchirer le papier. Ainsi, notre cadence de tir était rapide par rapport au fusil à chargement par la bouche. Certains hommes disent qu'ils chargeaient en laissant tomber la cartouche et en frappant vivement le mousquet contre le sol, et le choc faisait entrer la cartouche. Mais le procédé variait selon les armes et les unités. L'accumulation de poudre noire qui encrassait les fusils était un problème constant. Une solution fut le développement de balles plus propres. Développée par Ellie Williams, celle-ci avait un fin disque de zinc fixé à la base de la balle. Quand on tirait, le disque de zinc raclait l'intérieur du canon. Les premières cartouches ont été remises aux troupes de l'Union en 1862. Le Springfield modèle 1861 a été modifié en 1863. Des améliorations mineures ont été apportées à ce fusil à canon rayé déjà fiable, notamment de nouveaux anneaux de serrage ovale, une nouvelle baguette et une platine trempée. Le régiment de John Meade Gould a reçu les Springfield, améliorés en janvier 1864. Nous avions le modèle 1863 du fusil à canon rayé Springfield, à chargement par la bouche, comme la plupart des armes d'infanterie, qui différait des précédents par divers détails, notamment des anneaux plus lourds et l'absence d'amorceur principal ordinaire. C'était le meilleur fusil que nous ayons jamais eu. Si vous souhaitez voir plus de nos documentaires historiques, merci d'aimer, de partager et de vous abonner.